La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 42.3. La vengeance talmudique, suite et fin chapitre 42. Différente mais de même nature fondamentale fut la plainte instruite par une cour locale israélienne en 1954 à 1955. Un juif hongrois distribua un pamphlet affirmant que le docteur Israel Kästner, un haut fonctionnaire du gouvernement israélien et candidat principal, pendant les élections de 1955, du parti majoritaire au sein du gouvernement, avait collaboré avec les nazis, préparé le meurtre de juifs, sauvé un criminel de guerre nazi de sanctions, et ainsi de suite. Le docteur Kästner porta plainte pour diffamation contre son accusateur, et après 9 mois, le juge israélien remit son jugement qui précisait que les accusations avaient été confirmées. Selon ce jugement, le docteur Kästner était un collaborateur, au sens le plus fondamental du terme, et avait vendu son âme au diable, et le premier ministre de l'époque, M. Moshe Sharett, commenta, un homme est légitimisé dans ses actes, même s'il vend son âme au diable, si c'est pour sauver des juifs, l'accusation était qu'il avait livré des juifs aux nazis. Le gouvernement annonça alors qu'il allait faire appel du jugement, par l'intermédiaire de son procureur général, et je ne pus jamais en connaître les suites, si suite il y eut. Ainsi, alors qu'une grande médiatisation entourait les criminels de guerre et leur procès, ces criminels de guerre juifs ne comparurent que devant des tribunaux juifs, et s'il s'ensuivit des condamnations, le monde n'en fut pas informé. Je ne connais qu'un seul cas, d'autres ont pu échapper à mon attention, où de tels juifs apparurent dans un procès en tant que criminels de guerre. Le Jewish Telegraph Agency, 8 mai 1946, rapporta le verdict relatif au procès de 23 gardes du camp de Briandon à Anvers, l'un des enfers nazis les moins connus, a été rendu public hier. Parmi les gardes figurent 3 juifs, Walter Oblé, Léo Schman et Sally Lewin. Oblé et Lewin ont été condamnés à mort et Schman à 15 années d'emprisonnement. Mr. Joseph Leftwich, dans sa discussion avec M. A.K. Chesterton au sujet de l'antisémitisme, demanda à propos de ce procès, qu'est-ce que cela prouve? Que la bestialité humaine se trouve partout, et que les Juifs ne sont pas plus immunisés qu'un autre groupe. Cela est juste, mais à côté du cœur du problème, qui est que l'opinion publique, au cours de la Seconde Guerre, reçut la description erronée d'une persécution exclusive des Juifs menée par des non-Juifs et qu'au cours de ce siècle et dans le monde entier, les événements sont systématiques distordus, au détriment de tous. L'épisode relatif aux Juifs ayant soutenu Hitler n'était pas des moindres. Lord Templewood, ambassadeur britannique en Espagne durant la guerre, déclare, mois après mois, le général Franco, lui-même d'origine juive, autorisa la presse espagnole à relayer aussi puissamment que possible la propagande allemande. Aucun des grands journaux ne disposait d'une quelconque liberté d'action. Chacun devait de la même manière se faire l'écho de la voix de son maître. Dans ce cas-là, le maître était un juif de l'Est particulièrement sinistre, dénommé Lazare. À Vienne, il servit fidèlement Hitler, jouant le rôle d'un propagandiste fanatique soutenant l'Anschluss. À partir de là, il devint une figure importante du nazisme. Depuis l'ambassade d'Allemagne, où il avait plus de pouvoir que l'ambassadeur même, il définissait quotidiennement non seulement les directions fondamentales prises par la presse espagnole, mais aussi la rédaction des brèves et des articles. Ses collaborateurs avaient leurs offices dans les bureaux espagnols, et aucun mot n'atteignait la population espagnole sans être passé par sa sinistre approbation. Grâce à un mélange pervers d'ordres brutaux et de corruption éhontée, il réussit à rendre les journaux espagnols encore plus haineux que les journaux publiés en Allemagne. Je connaissais ce Lazare, un conspirateur de type suave, souriant et débonnaire, et c'est par lui que j'appris pour la première fois la présence d'individus juifs parmi les initiés supérieurs d'Hitler. En 1937, lorsque je rencontrai Lazare, il était attaché de presse de la légation autrichienne dans la capitale roumaine, Bucarest. L'Autriche, qui était alors mon lieu de travail, vivait dans la crainte permanente de l'invasion nazie,
qui eut lieu en 1938, et ses représentants officiels à l'étranger étaient considérés partout comme étant de fervents Autrichiens et d'ardents anti-nazis. Dans le cas des Juifs, cela s'avérait être doublement certain. Je fus d'abord étonné par le fait que la petite Autriche appauvrie puisse même s'autoriser le luxe d'un attaché de presse envoyé dans l'une des capitales des Balkans, et ensuite, par le style de vie et les activités extravagants de Lazare. Je supposais que, comme beaucoup d'hommes situés dans cette frange de la vie diplomatique, les attachés de presse dans les Balkans étaient quelque peu douteux, ils menaient des activités parallèles lucratives, ce qui à Bucarest n'était pas inhabituel. C'est bien ce qu'il faisait, bien qu'il ne fût pas impliqué dans le commerce de fourrures et de tapis comme je le suspectais vaguement. Sa fortune, comme les événements allaient bientôt le révéler, venait d'une source politique, la source nazie. Quand Hitler annexa l'Autriche, les journalistes du monde entier furent invités à une conférence de presse sur l'historique Ballausplatz afin d'écouter la version des faits nazis. La porte s'ouvrit sur le porte-parole du nouveau régime, le chef de la presse d'Hitler au sein de l'Autriche annexée, l'apologiste ou le propagandiste de l'annexion. C'était Monsieur Lazare, autrichien, il était né turc. Il me vit immédiatement, et un rapide sourire passa fugitivement sur son impudent visage coupable, me faisant gaiement signe de la main, il me dit « Bonjour, Monsieur Reed, c'est un plaisir de vous revoir ». Puis il expliqua les intentions amicales du Führer concernant l'invasion, et ses conséquences positives pour l'Allemagne, l'Autriche et l'humanité. Le lecteur peut constater que le monde réel est très différent de l'image fausse qui est présentée aux foules, particulièrement en temps de guerre, quand des individus tels que celui-ci contrôlent le flux d'informations destinées au peuple. Sur cette toile de fond, la vengeance faisait rage et atteignit son paroxysme talmudique dans deux déplacements de population symboliques, l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Depuis le monde libre, les fugitifs qui avaient réussi à fuir furent reconduits à l'esclavage communiste par les armées alliées, depuis les territoires communistes, où un homme ne pouvait même pas quitter sa ville sans une autorisation de la police. Un grand nombre de Juifs de l'Est sortirent librement et furent escortés, sous la protection des Alliés, à travers l'Europe jusqu'en Palestine. Ce mouvement Ouest apporta la touche finale à la vengeance, et pourrait être étudié à travers les citations suivantes. Selon le Saturday Evening Post du 11 avril 1953, fort de cet honteux accord, Yalta, les agents du MVD soviétique allèrent à grands pas dès après la guerre vers les camps de réfugiés, et pointèrent du doigt les milliers d'entre eux qui avaient réussi à fuir la tyrannie soviétique. Ces misérables victimes furent entassées dans des wagons et renvoyées vers la mort, la torture ou la lente agonie dans les mines et les forêts de la Sibérie. Nombre d'entre eux se suicidèrent pendant le voyage. Aussi, selon les accords de Yalta, les soviétiques furent autorisés à utiliser des prisonniers allemands pour des travaux forcés à titre de réparation. Pour de telles atrocités, il n'existe pas d'excuse. Miss Catherine Rium, une Californienne, était sous-directrice, 19 451 951, d'un camp de réfugiés à Wildflecken en Bavière, géré par une organisation connue sous le nom de UNRWA, Administration des Nations Unies pour le secours et la réhabilitation. Elle rapporte dans son livre que, un collègue, avait été envoyé en mission temporaire dans un camp du Sud quand les réfugiés russes de ce camp, principalement des prisonniers de guerre, avaient été renvoyés en Russie selon les termes des accords de Yalta. Elle nous décrivit comment les prisonniers russes s'étaient ouverts les veines, s'étaient mis nus puis pendus. Même lorsque tout objet dangereux leur fut retiré, ils trouvèrent encore des moyens de se suicider. Elle ne réussit jamais à comprendre comment Staline avait vendu à Roosevelt et Churchill l'idée selon laquelle il n'y avait eu aucun prisonnier russe qui avait été capturé par les Allemands, mais seulement des déserteurs. Maintenant, l'envers du décor, le traitement dont bénéficièrent un seul groupe d'individus, isolés, de l'ensemble des victimes d'Hitler et des prisonniers de Staline. Selon Miss Rium, et alors vinrent les Juifs. Il n'y avait jamais eu de camp pour les Juifs dans notre zone du Nord.
Les Juifs représentaient moins d'un cinquième de la population totale des réfugiés dans notre zone, mais ils constituaient une minorité tellement mise en avant que si vous lisiez seulement les journaux pour connaître la situation relative à l'occupation, vous aviez l'impression qu'ils représentaient la totalité du problème des réfugiés. D'après les on-dit, on devait les gérer avec soin, en particulier lors de transferts d'un camp à un autre, et malheur à l'employé de l'Organisation internationale des réfugiés qui laissait une boucle de barbelés visible dans n'importe quel camp où ils devaient être transférés. Ils étaient classifiés persécutés, les seuls réfugiés hormis les malades qui bénéficiaient de rations alimentaires spéciales en raison de leur statut de non-travailleurs. Il y avait une petite communauté d'Allemands installée le long de la grande route qui coupait notre camp en deux. Les représentants des Juifs dirent qu'il s'agissait de la plus grande des menaces, que l'Organisation internationale des réfugiés devait accepter d'armer leur police juive afin de protéger leur peuple des Allemands vivant avec eux. Que pratiquement tous les Allemands de ce village se retrouveraient en moins de 15 jours à travailler joyeusement pour les Juifs ne me traversa même pas l'esprit lorsque je leur promis d'un ton apaisant de plaider pour l'autorisation d'armer une police de réfugiés. Les membres de la police des réfugiés juifs portaient une tunique verte en laine et une casquette arborant l'étoile de David. Rien n'avait été laissé au hasard ou à l'improvisation de dernière minute. Leur bureau d'aide sociale était tapissé de posters martiaux représentant des jeunes femmes juives tapies dans des tranchées et qui lançaient des grenades sur des Arabes. La police des réfugiés juifs faisait des exercices de tir avec les carabines que nous leur avions réservées, afin qu'ils se défendent contre les Allemands qui étaient désormais employés pour le pénible travail manuel au sein du camp. Les ateliers juifs se passèrent rapidement à une importante production de pardessus en laine de qualité et de robustes chaussures de cuir renforcées pour les terrains accidentés. Nous ne pouvions que deviner que cela aussi était entièrement destiné à Israël et finalement livré là-bas, via quelques mystérieux réseaux. Nous ne vîmes jamais l'un de nos réfugiés juifs porter ces précieux vêtements. Au-dessus de toute cette agitation et de cette frénésie, flottait un drapeau que nous n'avions jamais vu auparavant, des bandes bleu pâle sur un fond blanc avec l'étoile de David. Miss Rium décrit le camp juif, nous fîmes visiter le grand camp que nous préparions pour eux comme si nous étions des agents immobiliers fiers de logements qui étaient sans aucun doute les plus beaux baraquements pour réfugiés de toute la Bavière. Les rabbins secouèrent la tête, visiblement, ce n'était pas assez bien. Elle explique que la loi américaine sur les réfugiés, subséquemment adoptée, était pleine de pièges qui excluaient le réfugié classique, seuls les Juifs, qui étaient en mesure de déclarer et de prouver les persécutions qu'ils avaient subies dans tout pays d'Europe de l'Est où ils avaient mis les pieds, pouvaient se sortir de ce piège. Elle rapporte que des organisations américaines semi-gouvernementales ou officiellement soutenues fournirent les machines et autres ateliers, l'équipement et les suppléments alimentaires spéciaux, qui étaient donnés exclusivement aux Juifs. La manière dont cette classe privilégiée fut établie dans les camps de la misère fut décrite par le lieutenant-colonel Jude Nadik dans le Jewish Times d'Afrique du Sud, le 4 février 1949. Le rabbin Nadik était le conseiller juif auprès du général Eisenhower au sein des forces américaines en Europe, et travailla en étroite collaboration avec lui sur les dossiers relatifs aux réfugiés et autres problèmes juifs. Il déclara: au crédit d'Eisenhower, il faut souligner que lorsqu'on lui rapporta les conditions épouvantables qui régnaient au sein des camps de réfugiés, en 1945, il réagit rapidement afin d'améliorer la situation. Des ordres importants furent transmis, augmentant les rations alimentaires pour les persécutés, à contrario des autres réfugiés. Des camps spéciaux furent mis en place pour les Juifs. Les réfugiés juifs vivant hors des camps obtinrent des aides préférentielles, un conseiller aux affaires juives fut nommé, et une totale coopération fut accordée au comité collectif de ravitaillement, et plus tard à l'agence juive. Peu, voire aucune, de ces conditions ne fut accordée par Montgomery dans la zone britannique, et un flot permanent de réfugiés juifs rejoignait la zone américaine. Eisenhower rendait de fréquentes visites dans les camps à des fins d'inspection, et ces visites en personne remontaient le moral des réfugiés et permettaient de rappeler aux officiers subalternes la position de leur commandant en chef. Les officiers pris en faute furent suspendus, parmi lesquels un des généraux les plus haut gradés.
La position du général Eisenhower, d'après ses écrits catégoriques, était que les Juifs devaient être traités comme une classe privilégiée. S'il acceptait les suggestions de son conseiller juif, cela était normal, puisque le rabbin Nadik, comme nous allons le voir, affirmait que seuls les quelques Juifs parmi les centaines de réfugiés étaient persécutés et étaient par conséquent différents des autres réfugiés. Cette déclaration révèle le rôle de ce personnage contemporain désormais bien établi, le conseiller juif. Ainsi, une fois arrivé en 1945, seule subsistait la persécution des Juifs, par rapport à la persécution globale de tous les opposants politiques, commencée en 1933. La propagande avait tout effacé excepté cette petite fraction. La dernière citation illustre pourquoi Miss Rium, depuis son camp de réfugiés, écrivit que, si vous lisiez seulement les journaux, vous aviez l'impression que les Juifs représentaient la totalité du problème des réfugiés. Alors que la grande partie des victimes étaient oubliées ou renvoyées à la tyrannie que certains avaient fui, ce groupe spécifique, sous la protection et l'escorte de l'Occident, fut blanchi, nourri, équipé, armé et guidé vers l'invasion d'un petit pays d'Arabie. L'Orient équipa ses envahisseurs, l'Occident chrétien les transporta. Dans cette démarche, il n'y avait aucune différence entre le monde libre et le monde asservi derrière le rideau de fer. Au contraire, il y avait convergence d'objectifs et mise en œuvre concertée. Une entité directrice, faisant peu de cas des États-nations et des frontières, des alliés et des ennemis, ou d'aucun des principes, si souvent mis en avant par les élus dictateurs, était manifestement à l'œuvre. L'Occident s'unit à l'Orient dans la vengeance, mais le pattern était établi par l'Orient, et c'était le même qui s'était révélé dans la Russie de 1917, dans les protocoles de 1905 et dans les révolutions de 1848. Par conséquent, on doit rechercher les auteurs de la vengeance de 1945 au sein du territoire révolutionnaire, et pour cette raison, il est utile d'étudier la nature de la révolution de 1945, afin de découvrir si elle-même, ainsi que ses auteurs, avait évolué par rapport à 1917, où elle incluait 90% de Juifs, et 1848, où Disraeli avait déclaré que les meneurs étaient des Juifs. Les recherches relatives aux événements des 3 décennies, entre 1917 et 1945, amènent à la conclusion que jusqu'en 1945, la révolution avait été une révolution contrôlée par des Juifs depuis un siècle, puisque ce laps de temps s'était écoulé depuis que Disraeli avait identifié pour la première fois l'origine de ce contrôle. J'utilise le terme « révolution contrôlée par des Juifs » pour caractériser un mouvement sous la direction du rabbinat talmudique de l'Est, et non pas un mouvement soutenu par les Juifs en général, comme je l'ai montré à plusieurs reprises. L'opposition la plus féroce vint de ces Juifs d'Occident qui étaient les plus éloignés de la gouvernance talmudique. La distinction est la même que celle qu'un lecteur avisé doit faire entre national-socialisme et allemand, communisme et russe. D'après cette définition, la révolution continua, à mon avis, à être juive au cours des 30 années qui suivirent 1917. La nature juive des premiers gouvernements bolcheviques et de leurs actes a été démontrée précédemment. Les mêmes caractéristiques apparurent dans les 2 gouvernements éphémères issus de la Révolution, et mis en place par les bolcheviks en 1919, en Bavière et en Hongrie. Dans les 2 cas, les terroristes furent principalement importés dans ces pays sous le couvert de prisonniers de guerre, de retour, et avaient reçu en Russie une formation d'agents communistes subversifs. En Allemagne, le mouvement communiste était à l'époque dirigé par la Ligue spartakiste. Spartacus était le nom de code des Adam Weishaupt, dont les dirigeants étaient presque exclusivement juifs, Rosa Luxembourg, Léo Djogich, Pologne, Paul Lévy, Eugène Levine, Russie, et Karl Liebknecht. Ainsi, le gouvernement bolchevique de Bavière, qui comptait un certain Adolf Hitler dans ses rangs, logiquement, se révéla-t-il être dirigé par des Juifs, Kurt Eisner, Ernst Toller et Eugène Levine. En Hongrie, les principaux leaders terroristes étaient tous des Juifs formés en Russie, Mattia Rákosi, Béla Khan, Erne Ge et Tibor Zamueli. Les actions ostensiblement anti-chrétiennes de ce régime démontrèrent à nouveau ses objectifs sous-jacents.
À propos de ce gouvernement, l'historien de l'Internationale communiste, M. F. Borkenau, déclare « La plupart des leaders bolcheviques socialistes radicaux et une très forte proportion de leurs collaborateurs étaient juifs, l'antisémitisme était donc la réaction naturelle vis-à-vis du bolchevisme ». Dans cet extrait caractéristique, le lecteur peut noter que la réaction vis-à-vis du bolchevisme est assimilée à l'antisémitisme. Clairement, on ne pourrait éviter ce qualitatif qu'en s'abstenant de réagir contre le bolchevisme. Les 10 années qui suivirent connurent une faible activité dans ce domaine, et la dynamique réapparut en Espagne, où la révolution vit le jour en 1931. Elle fut dirigée par des émissaires venant de Moscou, dont beaucoup étaient juifs, et cela expliqua la désillusion de nombreux fervents républicains, espagnols ou étrangers. Par exemple, une grande partie du clergé et des laïcs catholiques votèrent pour la République, et réalisèrent ensuite que l'impulsion réformatrice, une fois de plus, avait été transformée en une attaque contre la foi chrétienne en tant que telle. Les églises, monastères et tout bâtiment portant le symbole de la croix furent détruits, les prêtres et les nonnes assassinés, la signature spécifique apparut à nouveau, dans des actes identiques perpétrés en Bavière, Hongrie, Russie, France et Angleterre. La paternité de l'attaque contre le christianisme en Espagne fut formellement revendiquée par l'organe central du Comintern. Les flammes s'élevant des églises et des monastères incendiés d'Espagne ont montré la véritable identité de la Révolution espagnole. On put en suivre la perpétuation pendant une génération de plus. Les propriétés ecclésiastiques furent confisquées, mais le peuple espagnol n'en profita pas pour autant. La réserve d'or de la Banque d'Espagne, approximativement 700 millions de dollars, fut transférée à Moscou par le dernier premier ministre républicain, un certain Juan Negrín, d'après les écrits du général Walter Krivitsky. L'écœurement de ces Espagnols qui avaient espéré mettre en place une république constitutionnelle, et se retrouvèrent sous le joug d'une tyrannie étrangère et anti-chrétienne, fut encore accru par le meurtre du leader des monarchistes, Calva Sotelo, en 1936, à la suite de quoi l'Espagne rejeta la Révolution, comme le firent tous les autres pays où l'armée rouge, avec ses commissaires du peuple politique, ne réussit pas à s'introduire pour la mettre en place. Les juifs sionistes tout comme les antisionistes influents attribuèrent, implicitement ou explicitement, la révolution d'Espagne à des auteurs juifs. Le juge Brandeis, à l'époque où des négociations avaient lieu avec Hitler pour trouver un accord sur la question juive, s'y opposa violemment et dit au rabbin Stephen Wise, sur un ton impérieux, que l'Allemagne partage le sort de l'Espagne. M. Bernard J. Brown a écrit « Les Juifs furent autant responsables de la mise en place d'une république en Espagne et de la destruction de l'autorité de l'Église dans ce pays que dans tout autre pays où règne la liberté. » Au cours de ces 2 décennies, c'est-à-dire pendant l'entre-deux-guerres, plus que jamais, il y eut une diminution du nombre de visages juifs parmi les portraits qui agrémentaient les murs du Kremlin pour les grandes occasions, au cours desquelles le peuple russe asservi se retrouvait face à ses dirigeants. Même les cris de liesse venaient d'un haut-parleur relié à un disque enregistré. De même, des Juifs apparurent sur les bancs de la défense au cours de grands procès médiatiques, ou disparurent sans explication de la scène politique. Aucune diminution substantielle du contrôle juif de la Révolution ne semble avoir eu lieu au cours de cette période, si l'on s'en tient aux chiffres suivants. En 1920, des publications bolcheviques officielles établirent que parmi les 545 membres des organes de direction, se trouvaient 447 juifs. En 1933, le journal juif américain Opinion avança que des juifs occupaient pratiquement tous les postes diplomatiques importants, et qu'au sein de la Russie blanche, 61% des hauts responsables étaient des juifs. Il était également mentionné que la communauté juive représentait moins de 2% de la population totale, alors estimée à 158 400 000 habitants. Si cela était vrai, alors cela signifiait qu'il y avait moins de 3 millions de Juifs en Russie à cette époque-là. En 1933, le Jewish Chronicle avança qu'un tiers des Juifs en Russie avaient obtenu un poste à haute responsabilité. Si tel était le cas, alors ils constituaient manifestement la nouvelle classe dirigeante. À cette époque, la nature des enseignements n'avait pas du tout changé.
Lunatcharsky, commissaire de l'instruction publique, était l'un des rares Russes à un poste de dirigeant, mais il parlait comme un talmudiste. Nous haïssons le christianisme et les chrétiens, même les meilleurs d'entre eux doivent être considérés comme nos pires voisins. Il prêche l'amour du prochain et le pardon, ce qui est contraire à nos principes. Au lieu de l'amour de notre prochain, ce que nous voulons est la haine. Nous devons apprendre comment haïr, et c'est seulement là que nous pourrons conquérir le monde. C'est un extrait parmi tant d'autres écrits de cette époque, et la seule source originelle que je connaisse pour de telles idées est le Talmud, qui est lui-même la continuation d'un concept pré-chrétien ancien et barbare, et contient des principes tels que « Vous êtes des êtres humains, mais les nations de la terre ne sont pas des êtres humains mais des bêtes ». L'on peut présumer que c'est par de tels discours que Lunatcharsky se qualifia pour le poste d'ambassadeur en Espagne au cours de la tentative de révolution dans ce pays. En 1935, je me rendis à Moscou pour le Times de Londres, j'y accompagnai M. Anthony Eden. Il était le tout premier ministre britannique à se rendre dans la capitale révolutionnaire. Le Times avait précédemment refusé d'envoyer un correspondant, de sorte que j'en fus le premier représentant après Robert Wilton, dont j'ai raconté l'histoire dans un chapitre précédent. Ce vide de 15 années avait été rempli par un correspondant qui résidait à Riga, en Lettonie, M. R.O.G. Urch, qui était la cible de diffamations sournoises permanentes. J'en étais informé, mais, manquant d'expérience dans le domaine, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Je fus immédiatement interpellé par un événement que je n'avais jamais observé dans aucun autre pays. J'écrivis dans mon premier compte-rendu que M. Eden avait quitté la gare en voiture et traversé des rues remplies une foule morne et silencieuse, et un censeur juif me demanda de retirer ces mots. Je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'une simple remarque stupide, je demandai s'il souhaitait que j'écrive que la foule était constituée de bourgeois portant des hauts de forme, mais j'en sus un peu plus au cours des jours qui suivirent, et dans mon livre de 1938 j'écrivais. Le service de censure, et cela signifie toute la machinerie qui contrôlait le jeu et bridait la presse étrangère, était intégralement composé de juifs, et cela m'étonna plus que toute autre chose que je vis à Moscou. Il ne semblait pas y avoir un seul non-juif dans tout le service. On m'avait dit que la proportion de juifs dans le gouvernement était faible, mais dans ce département spécifique que j'eus l'occasion de connaître en détail, il semblait détenir un monopole, et je me demandais où pouvaient être les Russes. La réponse semblait être qu'il était dans les foules mornes et silencieuses que j'avais vues mais dont on ne devait pas parler. J'appris rapidement par des anciens que, la proportion de juifs dans le gouvernement, n'était dans les faits pas faible mais qu'ils détenaient une grande partie du pouvoir, voire même qu'ils détenaient tout le pouvoir. À Moscou, je fus incapable de rencontrer un seul Russe, c'était l'autre aspect de la même expérience. Je n'avais encore jamais vu une classe dirigeante aussi totalement isolée des masses asservies. À l'époque de cette visite à Moscou, je n'avais aucune raison d'enquêter sur une domination exercée par les Juifs, les faits s'imposèrent à moi. En 1935, je n'avais guère commencé à me pencher sur la question juive. L'impression que j'ai rapportée ci-dessus fut la première éprouvée par un observateur expérimenté qui n'avait jamais vu Moscou ni la Russie auparavant. Je la trouvai confirmée par un homme tout aussi expérimenté qui vécut là-bas pendant 12 ans, de 1922 à 1934. Le livre de M. William Henry Chamberlain reste aujourd'hui la référence sur cette époque. Il écrivit « Un nombre considérable de Juifs a fait carrière dans la bureaucratie soviétique. Parmi peut-être une douzaine de fonctionnaires que je connaissais au sein du service de presse ou du commissariat des affaires étrangères, je ne m'en souviens que d'un qui n'était pas juif. En effet, la prédominance des Juifs au sein de ce commissariat à l'époque de mon séjour était presque absurde, les Russes étaient essentiellement représentés par les portiers grisonnants et les vieilles dames négligées qui servaient le thé. L'on pouvait également trouver de nombreux Juifs dans la GPU, la police secrète, au sein de l'internationale communiste et dans les départements liés au commerce et à la finance. M. Chamberlain aboutit à une conclusion différente de la mienne en ce qui concerne la cause initiale et ses conséquences.
Il déclara, à la suite de mon séjour en Russie, je reçus parfois des courriers me demandant ce que les Juifs faisaient au sein du régime soviétique, sous-entendant que les Juifs se comportaient comme un groupe compact et homogène et que la révolution entière était un complot juif. Il n'y a pas la moindre preuve historique étayant une telle hypothèse. Aucune théorie affirmant que les Juifs, en tant que bloc racial, œuvrèrent au triomphe du bolchevisme ne tiendra face à une analyse historique sérieuse. Dans ce passage, deux éléments sont confus, la force directrice de la communauté juive et l'ensemble des individus appelés « juifs ». Ni les Allemands ni les Russes, en tant que groupe racial, n'œuvrèrent au triomphe du national-socialisme ou du communisme, mais chacun d'eux les subit. Les peuples et les foules œuvrent jamais consciemment au triomphe de quoi que ce soit, ils sont orientés par le groupe hautement organisé qui les domine et ce que soit ce groupe. Ensemble compact et homogène, des travailleurs œuvrent jamais pour la grève générale, mais les grèves générales sont proclamées en leur nom. Ce livre a démontré au fil des pages que, par exemple, l'opposition la plus virulente envers le sionisme provenait des Juifs, mais aujourd'hui, ce groupe racial s'est vu poser le sionisme sur le dos comme une camisole de force. À mon avis, la force directrice de la Révolution fut dès 1848 et pendant les années qui suivirent, preuve à l'appui, celle du rabbinat talmudique de l'Est, et selon cette acception, la Révolution fut un complot juif. En 1935, à Moscou, je fus amené à faire la connaissance de certains oligarques juifs. L'un d'entre eux était le corpulent Maxime Livinov, une figure emblématique du Romaniche Café ou du Café Royal, qui était devenu l'un des grands noms de la Révolution. Un autre s'appelait Oumansky, un jeune homme suave, souriant et très dangereux qui venait, je crois, de Roumanie, mais qui n'aurait pu être moins russe s'il était né en Afrique. J'avais le sentiment de voyager à travers la Russie, tout comme Lénine qui s'y rendait, dans un wagon blindé. En 1937, la situation n'avait, je pense, guère changé. Monsieur Stolypine, dont le père, le dernier des émancipateurs à persévérer, avait été assassiné en 1911, écrivit que la substitution des Russes ou des autres par des Juifs, au niveau les plus élevés de l'échelle hiérarchique soviétique, constituait une manœuvre tactique patente et que les Juifs avaient toujours en main les principaux leviers de contrôle. Le jour où ils devront les lâcher, l'édifice marxiste s'écroulera comme un château de cartes. Il énuméra les postes de hauts fonctionnaires toujours occupés par des Juifs, et démontra en particulier que les positions clés permettant un réel contrôle, par la terreur, demeuraient toutes entre les mains des Juifs. Il s'agissait des camps de concentration et des camps de travail, contrôlés par un triumvirat juif. Ils contenaient peut-être 7 millions de Russes. Les prisons, tous les prisonniers soviétiques dépendaient d'un commissaire juif du peuple. L'intégralité du système de publication et de diffusion d'informations, censure incluse, et le système fondamentalement talmudique des commissaires politiques du peuple, par lesquels les forces armées étaient maintenues sous une discipline terroriste. En 1938, un certain monsieur Butenko, qui occupait un poste subalterne au sein du service de la diplomatie soviétique, s'enfuit en Italie au lieu d'obéir à un ordre de retour de Bucarest vers Moscou. Il déclara dans le journal d'Eltalia que la nouvelle classe dirigeante était presque totalement juive. Particulièrement en Ukraine, où l'intégralité de l'administration et de l'industrie était entre de telles mains, et il s'agissait d'une politique délibérée suivie par Moscou. Ainsi, l'identité des chefs de la révolution ne changea-t-elle pas beaucoup entre 1917 et 1939, ils quittèrent la plupart des postes les plus exposés mais conservèrent les vrais leviers de contrôle. Et puis, le brouillard de la guerre s'abattit, et la période suivante où l'on peut à nouveau étudier cette question est la fin de la Seconde Guerre et l'après-guerre, 1945 et les années qui suivirent. Avant même le début de la Seconde Guerre, les objectifs guerriers de la Révolution avaient été publiquement définis par Staline au cours du 3e congrès du Comintern, à Moscou en mai 1938. Le renouveau de l'action révolutionnaire sur une échelle suffisamment importante ne sera possible que si nous réussissons à utiliser les désaccords existants entre les pays capitalistes, afin de les jeter les uns contre les autres dans un conflit armé.
toute guerre véritablement généralisée devrait inévitablement se conclure par une révolution. L'essentiel de la tâche de nos camarades de parti dans les pays étrangers consiste, par conséquent, à faciliter le déclenchement d'un tel conflit. Le lecteur remarquera qu'il s'agit de la seule déclaration des objectifs guerriers, qui fut imperturbablement poursuivie tout au long du conflit qui allait s'ensuivre, conflit déclenché avec succès par le pacte entre Hitler et Staline. Les dirigeants occidentaux, en se soustrayant à leurs propres objectifs guerriers, établis antérieurement et en abandonnant la moitié de l'Europe à la Révolution, assurèrent l'accomplissement des objectifs guerriers mentionnés plus haut. Alors, quels dirigeants, la Révolution imposa-t-elle aux pays d'Europe de l'Est qui lui furent abandonnés en 1945 ? Ici apparaît à nouveau l'opportunité de vérifier l'identité de la force directrice agissant derrière la Révolution. Le choix était libre. La Révolution n'avait aucun besoin d'imposer des gouvernements juifs à ces douzaines de pays qui lui étaient abandonnés, sauf s'il s'agissait d'une politique délibérée. Dans la Pologne, communisée, l'ambassadeur des États-Unis, M. Arthur Blislan, remarqua la prévalence de Juifs, la plupart d'entre eux des étrangers, aux postes clés du régime terroriste. Le commandant Tufton Beamish, membre du Parlement britannique, écrivit « La plupart des communistes les plus puissants d'Europe de l'Est sont des Juifs. J'ai été surpris et choqué de découvrir l'importante proportion de Juifs au sein des effectifs de la police secrète. » Le terroriste de 1919 Mattia Rákosi, né Roth, en Yougoslavie, retourna en Hongrie communiste en 1945, en tant que Premier ministre, et à cette occasion disposa du soutien de l'Armée rouge pour conserver son poste. 8 années plus tard, 1953, l'Associated Press rapporta que 90% des hauts fonctionnaires au sein du régime communiste hongrois étaient des juifs, y compris le Premier ministre Mattia Rákosi. Cette même année, le Times de Londres avança que le cabinet de M. Rákosi était majoritairement juif. Le magazine Time de New York parla du gouvernement à forte composante juive, 90 Perses pour les postes les plus élevés, du Premier ministre Mattia Rákosi, qui est lui-même juif. En Hongrie, comme dans les autres pays envahis par le communisme, l'attaque spécifique contre le communisme commença immédiatement avec l'emprisonnement des dignitaires ecclésiastiques. Le cas qui attira le plus l'attention de la communauté internationale fut l'arrestation du cardinal Mazzenti, emprisonné pour trahison. La source de cette initiative fut révélée par une déclaration adressée aux Juifs du monde entier en 1949 par le Bureau central des Juifs de Hongrie, l'Organisation sioniste de Hongrie et la section hongroise du Congrès juif mondial, qui dirent « C'est avec un grand soulagement que les Juifs de Hongrie ont appris l'arrestation du cardinal Mazzenti ». Par cette action, le gouvernement hongrois a envoyé le chef d'une clique vouée au pogrom, à la place qu'il lui mérite. À propos de la Tchécoslovaquie communisée, le New Statesman de Londres, une référence fiable sur ces sujets, écrivit 7 ans après la fin de la guerre, en Tchécoslovaquie, comme ailleurs en Europe centrale et du Sud-Est, les intellectuels du parti et les hommes clés au sein de la police secrète sont majoritairement d'origine juive. À propos de la Roumanie, le New York Herald Tribune rapporta en 1953, 8 ans après la fin de la guerre, la Roumanie, de même que la Hongrie, dispose probablement du plus grand nombre de juifs au sein de leurs administrations. En Roumanie, la terreur faisait rage sous la houlette d'Anna Poker, une juive dont le père, qui était rabbin, et le frère étaient installés en Israël. Il s'agit d'un cas intéressant de dissension au sein d'une famille juive, comme celle qui fut décrite par le docteur Weizmann dans le récit de sa jeunesse en Russie, où les maisonnées étaient partagées entre le communisme révolutionnaire et le sionisme révolutionnaire. Madame Poker utilisa son poste pour permettre à son père de quitter la Roumanie à destination d'Israël, bien que, comme son frère le souligna, la politique du parti est de garder les Juifs en Roumanie. Le rôle joué par est manifestement donné avec une considération certaine aux femmes dans la Révolution, depuis l'époque des vieilles dames qui tricotaient aux abords de la guillotine, revêt un intérêt particulier pour les chercheurs souhaitant comparer les méthodes utilisées par la Révolution et les coutumes des tribus africaines sauvages.
Dans l'Allemagne de l'Est communiste, le règne de la terreur était présidé par une certaine Frau Rilde Benjamin, qui fut d'abord nommée vice-présidente de la Cour suprême et puis ministre de la Justice. Rilde la Rouge est généralement décrite par la presse comme étant juive, et l'atrocité de son régime ne fait aucun doute, le Times de Londres étant même allé jusqu'à l'appeler « la terrifiante Frau Benjamin ». En 2 ans, près de 200 000 Allemands de l'Est furent condamnés sous sa houlette pour « crimes politiques » et elle présida à plusieurs procès-spectacles, inspirés du modèle soviétique, où les accusés devaient répondre de chefs d'inculpation tels que leur appartenance à la secte des témoins de Jéhovah. La population de l'Allemagne de l'Est communiste comptait 17 313 700 habitants d'après le recensement de 1946, et parmi ceux-ci, seulement 2 000 à 4 000 juifs, si les estimations de sources juives sont correctes. À propos de cette minuscule minorité, le Zionist Record de Johannesburg rapporta en 1950 que « la vie dans les territoires de l'Est a apporté des changements très positifs ». Une grande partie d'entre eux occupent aujourd'hui des postes élevés au sein du gouvernement et de l'administration, postes qui en Allemagne n'avaient jamais été occupés auparavant par des juifs, et que, bien que tous parlent de démocratie, ils ne peuvent toujours pas occuper en Allemagne de l'Ouest. Plusieurs juifs occupent des postes importants au sein des ministères de l'information, de l'industrie et de la justice. Le juge de la Cour suprême dans le secteur de Berlin est juif, ainsi que plusieurs juges doyens dans les provinces situées à l'extérieur de Berlin. Au sein de la presse écrite également, comme dans le milieu du théâtre, un nombre assez considérable de juifs ont obtenu des postes à responsabilité. Même 4 000 juifs ne pouvaient probablement occuper tous ces postes haut placés, et le même journal déclara dans une autre édition, lorsque les forces d'occupation russes furent déployées peu de temps après la guerre, il y avait de nombreux juifs qui occupaient des postes clés et jouissaient d'un rang élevé au sein de l'administration soviétique. Ces postes incluaient des Juifs qui avaient vécu en Russie, et qui avaient rejoint l'Allemagne et l'Autriche en tant que membres de l'Armée rouge, ainsi que des Juifs venant des États baltes de Lettonie et de Lituanie, territoires qui avaient été annexés par la Russie au cours des 10 années précédentes. Ceci amène le récit pratiquement à notre époque, et les événements restants seront traités dans un chapitre de conclusion. Lorsque la Révolution se répandit jusque dans les territoires qui lui furent cédés par l'Occident en 1945, l'histoire qui s'était produite en 1917 et 1918 en Russie se répéta. Une vengeance talmudique fut portée, et des gouvernements juifs furent sciemment établis de toutes parts. Cette situation ne connut pas de grands changements, réels ou apparents, durant les 8 années qui suivirent. Ce qui fut fait réaffirma une fois de plus la nature de la Révolution, de sa force directrice et de sa finalité talmudique.